Bonjour chers téléspectateurs. Aujourd'hui, ma voix a un invité spécial. Vous allez le découvrir avec moi. Je vous présente Koumba Thérèse Seck. Née au Mexique, franco-sénégalaise, elle grandit entre le Sénégal et la Gambie. Master 1 en informatique en 2000 à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Puis, Master 1 en informatique, Master 2 en 2002 à l'Université de Rennes, sur bourse de l'État sénégalais. Elle complète son parcours en juin 2025. Un executive master en management à la Solvay Bruxelles School of Economy and Management. Bonjour Koumba. Bonjour à tous. Merci de m'avoir invité. Parlez-nous de vous et de votre parcours. Alors, j'aime à me définir comme une citoyenne du monde, dans le sens, comme vous l'avez dit, je suis née au Mexique, j'ai grandi entre le Sénégal et la Gambie. J'ai commencé à travailler au Sénégal le temps que ma bourse soit en ordre du point administratif. J'ai une fois finalisé mes études en France, j'ai commencé à travailler dans le mode des télécoms. Et un jour, mon manager dans la société de consulting dans laquelle je travaillais m'a demandé si j'étais disponible pour une mission qui était censée être temporaire à Bruxelles. Depuis, je suis restée en Belgique, il y a plus de 20 ans. Il y a plus de 20 ans. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de leadership du futur. Comment concilier l'intelligence artificielle, décision responsable et dialogue entre l'Afrique et l'Europe? Notre première question, pour commencer, comment définissez-vous le leadership du futur dans un monde marqué par l'intelligence artificielle? Alors, pour moi, le leadership du futur, c'est celui qui maîtrisera son organisation une fois que l'IA y sera rentrée. De toute façon, l'IA est devenue incontournable. Aujourd'hui, je vois deux types de leadership, deux types de dirigeants. Il y a celui qui subit encore l'IA, qui ne réagit pas, l'autre qui la structure. Pour moi, la différence n'est pas technique, c'est une question de posture. Est-ce que l'IA transforme profondément nos sociétés? Selon vous, quels sont les principaux défis pour les dirigeants aujourd'hui? Clairement, l'IA change profondément nos sociétés. J'ai tendance à comparer l'IA qu'on vit aujourd'hui, telle qu'on la connaît aujourd'hui, parce que moi j'ai étudié à l'Université Gaston Berger l'IA, l'intelligence artificielle. À l'époque, on nous parlait plus de diagnostics médicaux, d'arbres de décision pour déterminer quelle maladie un patient pouvait avoir. Aujourd'hui, depuis 3 ans, depuis 4 ans, on a abordé un autre virage où l'IA est vraiment partout. Ça change nos façons d'interagir carrément entre nous, d'interagir dans le cadre du travail. Et ce que je vois comme défi à relever aujourd'hui, je vois 3 défis majeurs. La confidentialité, dans le sens où nos données sont partagées avec les IA. On ne sait pas très bien comment elles sont exploitées, si elles sont utilisées pour entraîner les modèles ou pas. Il y a moyen de pallier à cela, mais voilà. Le deuxième point, c'est la conformité. Surtout en Europe, où on parle de l'IA Act, qui commence à être mis en application, surtout pour des sociétés qui considérées comme à haut risque. Et le troisième, pour les dirigeants, pour moi, je trouve que c'est un défi plus profond, dans le sens où ça concerne l'isolement. Un dirigeant qui fait partie d'un COMEX, d'un board, va avoir difficile à dire, je ne sais pas encore. Donc, il se sent vraiment seul, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé le cercle stratégique IA dans le cadre de la boutique de conseil que j'ai créée récemment pour briser cet isolement. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Oui, certainement. Donc, le cercle stratégique IA, c'est un cercle où on invite maximum 12 dirigeants qui seront appelés à travailler sur des thématiques, leurs thématiques à eux, pendant 2h30. Et cet échange, cette intelligence collective, comme j'aime à l'appeler, que je suis fort fan de cette intelligence collective, va permettre à ces dirigeants-là de résoudre certaines problématiques qu'ils ont grâce à leurs pairs. Et je vais animer cette session-là avec l'expérience que j'ai de ces sessions-là, et leur permettre à la fin de ces 2h30 de ressortir avec 3 actifs décisionnels. Le premier, bien identifier quand ils intègrent l'IA, à quel moment il faut qu'ils gardent le contrôle, à quel moment ils peuvent déléguer à l'IA. Le deuxième, c'est
prioriser grâce à l'intelligence collective 3 décisions, trois actions qu'ils prendront dès le lendemain. Et le troisième, bien sûr, un agent IA qui va les aider à décider au quotidien. Et ce projet-là, vous l'avez commencé, vous avez déjà commencé, vous avez déjà contacté les chefs d'entreprise Tout à fait. J'ai commencé à les contacter il y a plus d'1 mois de cela. Donc, l'édition fondatrice se tiendra mercredi 6 mai en ligne. Et voilà, on parcourira tous ces défis qu'ils ont et on va faire en sorte de sortir collectivement avec des solutions concrètes qui pourront adapter à leur contexte. D'accord. Et ma question est, peut-on réellement concilier performance technologique et valeurs humaines dans le pays de décision? Oui, à une condition. La performance technologique sans valeurs humaines va produire des décisions de manière très rapide, mais qui sont parfois fausses. D'un autre côté, les décisions humaines sans performance peuvent être très lentes, peuvent être très justes, mais très lentes pour le marché. Du coup, il faut trouver le juste milieu. D'accord. Et comment maintenir l'éthique et la responsabilité humaine face à des systèmes de plus en plus autonomes? Là, concernant l'IA, ce que je conseille, c'est de se poser régulièrement trois questions. Qui décide? Avec quelles données? Et quelle est la traçabilité de la décision? Si on ne sait pas répondre en tant que dirigeant à ces 3 questions, on n'a pas une problématique d'éthique abstraite, on a plus une problématique de gouvernance. Donc, il faut avoir un cadre décisionnel clair pour pouvoir décider au bon moment et déléguer au bon moment à l'IA. Et pensez-vous que ce projet pourrait l'exploiter même au niveau de l'Afrique et particulièrement le Sénégal? Le cercle stratégique, oui. Oui, certainement. Il y a beaucoup de dirigeants, notamment sénégalais, qui participent à ce cercle stratégique. Et 2 ou 3 qui sont basés pour la session l'édition fondatrice. Il y en a 2 ou 3 qui sont basés en Belgique ou en France. Pour moi, ce que je vois, c'est un moment où on va faire dialoguer les 2 continents. L'Afrique et l'Europe avancent-elles au même rythme face à la révolution de l'IA? En fait, c'est une question piégeuse dans le sens où, pour moi, le débat n'est pas, on n'a pas un écart de vitesse entre l'Europe et l'Afrique. Pour moi, en Afrique, on a le récit de l'agilité, d'être plus pragmatique dans l'action. En Europe, on a le récit de la conformité, le récit régulatoire. Donc il faut trouver, et tous les 2, que ce soit l'Afrique ou la France ou l'Europe, pour moi, ils ne sont pas encore dans le récit de la gouvernance. Dans tous les 2 camps, la gouvernance n'est pas encore là, le cadre n'est pas encore là. Donc il y a encore du travail à faire de ce côté-là. Quelle opportunité concrète l'intelligence artificielle offre-t-elle pour renforcer les coopérations entre les 2 continents? Ça dépendra de ce qu'on voudra en faire. Aujourd'hui, avec l'IA, il faut savoir que les modèles que nous utilisons sont entraînés avec des modèles des données. Et les données africaines sont sous-représentées. Il y a des populations entières qui vont être mises de côté par les algorithmes. Donc il faudrait que ce soit en Europe ou en Afrique qu'on saisisse cette opportunité. Pour moi, c'est une opportunité avec l'IA de rapprocher les 2 mondes en représentant, par exemple, les langues africaines ne sont pas encore bien représentées dans les modèles IA qu'on connaît. Certaines populations ne sont pas bien représentées, donc c'est une opportunité de se rapprocher, de coopérer encore plus. Et je vois même une opportunité au niveau des politiques. Ils peuvent se rapprocher aussi à ce niveau-là et co-créer. Donc pour moi, c'est une opportunité soit on amplifie nos malentendus, soit on amplifie la coopération, parce que l'IA amplifie ce qui existe déjà. Est-ce que vous avez une idée comment réconcilier tout ça? Oui, bien sûr. Par exemple, aujourd'hui, le dirigeant qui soit en Europe ou en Afrique, à Dakar ou à Abidjan ou à Paris, ils ont les mêmes problèmes.
pourquoi pas échanger leur cas d'usage. Parce qu'on est au début d'une révolution. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on soit à Abidjan, à Dakar ou à Paris, qu'on ne sait pas faire. Donc, autant qu'ils échangent sur leurs problématiques et ils vont en ressortir beaucoup plus forts. Et voilà. Donc, pour moi, encore une fois, l'intelligence collective, il n'y a pas mieux. Ok. Et comment éviter que la fracture numérique ne creuse davantage les inégalités entre l'Afrique et l'Europe? En fait, il faut plutôt voir ça comme une différence en termes de gouvernance. L'Afrique a ses réalités, l'Europe a ses réalités. Il faut plus voir ça faut plus les comparer en termes d'infrastructure, mais en termes de gouvernance. Tout à l'heure, je parlais de co-création autour de politique, de gouvernance. On peut faire pareil tout en tenant compte des réalités des uns et des autres. Le schéma où on vient aujourd'hui imposer, pour moi, que ce soit en France, en Belgique ou ailleurs, ou en Afrique, ça ne fonctionne plus. Il faut vraiment collaborer et créer ensemble des choses qui conviennent selon nos contextes aux deux parties. Selon vous, quel est le rôle de la diaspora peut-elle jouer dans ces dialogues technologiques et interculturels? Je pense que la diaspora doit saisir cette opportunité-là, éviter de tomber dans deux pièges. Le premier piège que je vois, c'est venir prendre, copier-coller ce qu'on a vu en Occident et le copier-coller en Afrique. Ça, c'est le premier piège que je vois. Le deuxième piège que je vois, c'est de venir conseiller et repartir, être en transit. Donc, c'est ce que j'appelle être touriste. C'est important de jouer un rôle de traducteur stratégique. On a la chance, quand on est en Occident, de voir des méthodes qui fonctionnent depuis des années, qui sont éprouvées, mais on ne peut pas les transposer telles quelles en Afrique. Il faut les adapter aux réalités africaines. Faut-il repenser les modèles de formation des leaders pour intégrer pleinement des enjeux mondiaux? Oui, bien sûr, dans le sens où il y a beaucoup de choses que l'IA sait mieux faire que nous en tant que dirigeants. L'IA va synthétiser, bien sûr, si c'est basé sur des données correctes, elle va synthétiser plus rapidement que nous, de manière beaucoup plus précise que nous. Donc, il faudrait qu'on axe la formation plus sur comment discerner à quel moment je dois mettre l'IA, à quel moment l'humain doit intervenir, avoir cette capacité interculturelle à animer des équipes qui ne sont pas forcément dans les mêmes pays, sans essayer d'aplanir les différences. Parce que pour moi, justement, ces différences sont des richesses. Et il faudrait vraiment développer ces soft skills plutôt que ce qu'on avait toujours l'habitude de faire. Parce qu'aujourd'hui, il faut se le dire, l'IA fait ça beaucoup mieux que nous. Donc, il y a d'autres compétences à développer. Okay. Comment les valeurs culturelles africaines peuvent-elles enrichir la vision du leadership mondial? De plusieurs manières. Je trouve que le collectif, chez nous, en Afrique, soit en France, enfin en Afrique plutôt, il y a ce sens du collectif. Et donc, baser des solutions, des réflexions, des décisions sur le collectif. C'est pour moi le socle de décision plutôt qu'être une variable d'ajustement une fois que la décision est prise. Donc prendre des décisions collégiales, comme ça on prendra en compte plusieurs aspects que seul dans son coin on va pas voir. Tout à fait. Donc l'intelligence artificielle peut-elle être un outil de rapprochement entre les peuples et risque-t-elle de créer plus de divergences? Justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Au contraire, pour moi, c'est une opportunité de coopération, s'asseoir autour de la table pour prendre en compte nos réalités africaines, européennes, les mettre ensemble et chaque fois adapter le cadre décisionnel par rapport au contexte de l'un et de l'autre, mais pas transposer et faire du copier-coller, ça ne fonctionne pas. Parce qu'on n'a pas les mêmes cultures. On n'a pas les mêmes cultures, on n'a pas les mêmes réalités, effectivement. Et quel conseil donnerez-vous à un jeune leader africain ou européen qui souhaite s'engager dans cette transformation? Alors, je lui dirais plusieurs choses.
La première chose, arrête de courir après la technique. De nos jours, la technique, elle est obsolète au bout de 6 mois. Là encore, je suis généreuse. Certaines technologies sont obsolètes au bout d'une semaine, d'un mois, parce que ça va très vite. Ça va très, très, très vite. Donc, qu'il construise là où il est son propre cadre décisionnel. Ça ne périme pas. La deuxième chose, c'est qu'il ne tombe pas dans le piège du retard. Si tu es africain, tu n'as personne, tu n'as rien à rattraper. Si tu es européen non plus, tu n'as personne et rien à rattraper. Tu dois plutôt, là où tu es, créer ton cadre et utiliser les forces de ton territoire, prendre en compte les contraintes de ton territoire pour te développer. Très bien. Bientôt la fin de l'émission. Ma dernière question, c'est pour conclure, à quoi ressemblait, selon vous, un leadership idéal en 2030? Pour moi, le leadership, le dirigeant idéal, le leader idéal en 2030, c'est pas celui qui aura mis le plus d'outils IA dans son organisation. C'est celui qui apportera de la clarté. De la clarté par rapport à quel endroit il met l'IA, comment il délègue à l'IA, de la clarté par rapport à son organisation, comment il anime ses équipes, qu'elles soient en Europe ou en Afrique ou ailleurs, et de la clarté par rapport à sa façon d'interagir, je l'ai dit, avec l'IA. Merci. Et quel sera votre dernier mot, Madame Thérèse, de placement fin de l'émission? Alors, je vous donne rendez-vous le 6 mai pour l'édition fondatrice du Cercle stratégique IA, qui a pour but de mettre ensemble autour de la table virtuelle, puisque c'est une émission, c'est une session qui se tient en ligne, des dirigeants venant d'Afrique, d'Europe, pour partager leurs défis et s'entraider. L'édition fondatrice aura lieu le 6 mai et j'ai déjà ouvert la deuxième cohorte qui se tiendra le 1er juillet. Et pour les personnes qui souhaiteraient vous contacter, est-ce que vous avez déjà pensé à ça, à mettre en place un outil pour vous contacter? Tout à fait. Ils peuvent aller sur le site mestissalab.com et là, ils verront le formulaire. Ils pourront cliquer sur le lien pour candidater. C'est important qu'on puisse sélectionner les bonnes personnes pour tenir les bonnes discussions au bon niveau. Très bien. Merci. Donc voilà, c'était l'émission Ma Voix. Nous vous remercions au nom de toute l'équipe Diaspora Pulse. Nous vous souhaitons bonne chance. Merci. Et nous vous donnons rendez-vous très bientôt. Hein, merci beaucoup. Vous allez nous parler de l'impact de lancement, ce qui a été fait et éventuellement une très bonne évaluation pour ce projet. Merci beaucoup. Merci, à très bientôt. Donc, chers téléspectateurs, c'était l'émission Mon Voix. Donc, nous vous donnons rendez-vous sur un autre thème. C'était aussi nous avec l'équipe de Diaspora Pulse.